Hey, salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour un 24e épisode. Aujourd'hui, on retrouve Godefroy Lorando et Colin Pratt de l'Iris. Godefroy Lorando vient nous présenter enfin sa nouvelle série de balado qu'il a produit, en fait que j'ai produit, mais qu'il a réalisé, qu'il a enregistré, qu'il a préparé. Alors, ça va être très très hâte de vous présenter ce projet. Il va nous en parler en détail et il va rester avec moi aussi pour accueillir un nouveau collaborateur, Colin Pratt. En fait, un nouveau collaborateur, mais je pourrais dire il va y avoir des collaboratrices aussi parce qu'on entame donc cette collaboration avec l'Iris. On avait fêté les 25 ans de l'Iris cet automne, puis on s'était dit qu'il était temps de se parler plus souvent. Alors, je suis vraiment heureux de pouvoir approfondir certaines recherches que l'Iris publie, qui sont en lien avec des débats de société, on peut le dire comme ça. Et là, on va parler de sous-traitance en transport en commun parce qu'ils ont étudié un cas en particulier. Puis c'est un sujet d'actualité parce que Bernard Drinville, entre autres, qui se présente à la chefferie de la CAQ, que je vais me faire un plaisir de voter contre. Désolé de l'anglicisme, puisque j'ai pris ma carte de la CAQ pour voter pour... En fait, pour troller Bernard Drinville. Il faut avoir un peu de plaisir dans la vie. Donc, Bernard a annoncé que s'il était élu chef de la CAQ, donc qui va devenir premier ministre de facto pour quelques mois, il mettrait de l'avant la sous-traitance en transport collectif. Et avec Colin Pratt, on va vraiment approfondir cette étude. C'est super intéressant. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'angles morts. Il y a beaucoup d'angles morts quand on commande des Audi, entre autres. Et on va parler de ça, donc, avec Colin Pratt. Et on va aussi aller voir les gens de Lettres québécoises qui fêtent leur 200e numéro, qui est aussi les 50 ans de la création de Lettres québécoises. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'on va brosser un portrait de ce parcours des lettres québécoises, du milieu littéraire québécois. Alors voilà le menu de ce 24e épisode. Alors pendant que je peinture, je vous souhaite une excellente écoute. Salut! Parle dans le micro, Colin, là. Oui, si, j'ai entendu ça. Moi, je les vole aux autres. Ouais. Ça va être, Bon, Colin Pratt, Godefroy Lorando. Bonjour. Allô? Coucou. Bon, là, on va commencer par Colin, Ben oui, parce que, il écrit des livres. oui, il a écrit une... comment on appelle ça? Présentez-vous, Colin. On vous a pas... on vous a jamais entendu, je pense, à la balado. Non, c'est la première fois. Je suis bien content d'être ici. Mais on a parlé de vous, par exemple. Ah bon? Les oreilles vous ont sûrement scellé, parce qu'on a déjà parlé de vos travaux ici, à la balado, je me rappelle très bien. OK. Et là, on s'est dit, avec l'Iris, après le 25e anniversaire, l'épisode anniversaire, que, Colin, on collabore pas ensemble, c'est bien niaiseux. Ben Ouais. oui. C'est vrai que c'est niaiseux. Bon, alors parlez-nous de vous et de l'Iris. Ben voilà, je suis chercheur à l'Iris, heureux chercheur à l'Iris depuis quelques années. L'Iris, bon, c'est un institut de recherche. Un think tank, on va le dire. Un think tank à gauche. On offre un contre-discours au discours économique dominant, Ouais. là, néolibéral. Et Un peu comme l'IADM, mais de l'autre côté. Moi, en quelque sorte. Avec Ouais, des multinationales qui financent des études, j'imagine, de gauche. Les fameuses multinationales, oui, les multinationales de gauche. mais oui, c'est ça. Eux sont sur notre comité éditorial, là, puis on peut rien faire sans que... Sans le raval. Voilà. Bon, et là, on va parler de une étude que vous avez Oui, une réalisée. étude. Ouais. Ouais. Sur la sous-traitance en transport en commun. Ah, Oui, c'est ça. Puis je voulais que, God, vous soyez là. On va parler de votre fameux projet qui est prêt qui est prêt, de balado. qui est devenu réel. Oui. J'aime ton Je suis énergie. Très excité. On va en parler tantôt. Oui, il y a des logos puis tout. Oui, bon. Mais là, on va parler de sous-traitance en transport. Est-ce que c'est un angle mort normalement? Parce qu'on sait que le gouvernement, entre autres, c'est souvent une solution qu'ils proposent pour moins financer le transport en commun. Il y a un discours particulier aussi avec le transport en commun. Souvent, on parle de combler des déficits, on est rarement dans l'investissement. Bon. Mais la sous-traitance en transport en commun, est-ce qu'elle a été déjà étudiée? À l'Iris, on s'y était penché dans le cadre du transport en commun à propos du REM à Ouais. l'époque, qui est une forme de sous-traitance. On Ben sous-traite à un fonds financier le soin de mettre sur pied un projet. On fera le procès du REM une autre Une fois. autre fois? Ouais. Ça va bien? Madame. Attendez, prochaine panne du REM, on se réunit. Ah, mon Dieu, il y en a une. Ah. Bon, OK. L'autre d'après, mais bon, on en reparlera du REM. Fait qu'on a parlé du REM, puis bon, pour cette fois-ci, ben, la sous-traitance, c'était un angle mort, du moins dans le débat public, en ce sens que la façon qu'on en parlait à ce jour, c'était strictement sur le plan financier. Ouais.
ont présenté ça comme étant une manière de solutionner les déficits financiers des sociétés de transport. Hein. Ouais. C'était tel qui étaient amenés à faire le ménage dans leur budget. Parce qu'ils sont très, très, très performants au privé. Hein. Ah c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qui est intéressant parce que tout dépend de la définition de performance. Ben, c'est souvent l'argument. Il n'y a pas de bureaucratie lourde. Fred, ma blonde a eu un problème de ça fait frauder son compte en banque Ouais. avec une grande institution. Ah oui, Et, on n'en aura pas. Et ça a pris je ne sais pas combien de jours avant de parler à quelqu'un, de pouvoir geler les comptes. Finalement, les comptes ont été gelés, mais il y a quand même eu 2 autres chèques de 3 800 $ qui ont été déposés et retirés dans son compte, alors qu'elle ne pouvait plus payer ses factures. Et pourtant, on parle vraiment d'incompétence et de voyons, pourquoi c'est pas clair de la façon avec laquelle ça se passe. Et pourtant, il n'y a pas plus privé qu'une banque. Exactement. Et ça brettait. Voilà. Et voilà. J'ai déjà eu un vol d'identité. J'aurais beaucoup d'anecdotes Ouais. sur l'efficacité du privé. Parce que moi, j'avais un rapport de police en plus. Là. Et les responsables de sécurité dans une grande institution bancaire ne me croyaient pas. Ils m'accusaient, moi, d'essayer de frauder la banque. Alors que, monsieur, j'ai un rapport de police. La personne était arrêtée. C'est un vrai vol d'identité. Et là, je vais dire quelque chose qui va pas bien me faire paraître, mais la personne ce sera la première fois de la sécurité avait un patronyme à consonance italienne et le gars continuait à m'accuser de fraude, puis j'avais dit, avec le patronyme que vous avez, vous n'êtes pas placé pour me parler de fraude. Vous êtes discrédité complètement. Vous êtes devenu un pas fin. Et j'ai gagné. Ils ont fini par... c'est ça, parce que, voilà. Donc, pas toujours efficace. Ça va peut-être s'enlever au montage, ça. Et peut-être pas. Voilà, pas toujours efficace. Bon, Colin Pratt. Comment on aborde, en fait, une étude aussi dense que la vôtre? Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais j'ai l'impression que le côté économique, c'est souvent celui qu'on parle le plus, genre les coûts, réduction de coûts, mais on ne parle pas des impacts réels de la sous-traitance dans d'autres domaines du transport collectif. Sur la qualité des services. Voilà. C'est ça l'angle mort. Puis, c'est toute une histoire. Là. Est-ce que vous me permettez de revenir Go. 2 ans en arrière? On est en printemps 2024. Et à ce moment-là, on est au sommet de la crise financière des sociétés de transport en commun. À chaque année, il y a tout un bras de fer entre les sociétés de transport qui ne parviennent pas à boucler leur budget et le ministère des Transports qui, lui, est appelé à éponger les déficits. Puis là, dit épongeons pas. À l'époque, c'est la ministre Guilbeault. Oui. Et au sommet de la crise, elle dit la solution, on va la trouver par un expert comptable. Faisons un audit. Ouais. C'est un mot qui est de plus en plus à la mode maintenant. Oui. Ça sonne chic, ça sonne objectif, ça sonne performance. On va faire un audit. Puis, elle le commande à Raymond Chabot de Grant Thornton. Donc, on pousse ça par en avant. En 2024, comme tel, elle va éponger à moitié les déficits des sociétés de transport. Et on repousse le problème pour que finalement, en octobre 2024, cet audit soit publié. Oui. Et moi, j'étais excité ce matin-là parce que je me Vous, les audits de Raymond Chabot, Grant Thornton, là, c'est un peu comme aller à la ronde. Oui. C'est la ronde, disons, des chercheurs critiques parce que là, on a la chance de mesurer quelle est la valeur sur le plan de la recherche puis de la qualité un audit qui est, disons, politiquement commandé. Oui, c'est ça. Commande c'est pas politique. neutre, un audit. Là. C'est jamais neutre, puis on va le voir assez rapidement. Alors, l'audit sort et ses principales conclusions, en fait, son mandat de recherche, c'était d'identifier des sources d'économie pour les sociétés de transport par le biais d'un processus de recherche, d'audit, où on allait comparer les sociétés de transport entre elles sur le plan de ce qui est, là, je cite, la performance financière des sociétés de transport. Donc, l'auditeur était à la recherche des meilleures pratiques des sociétés de transport avec toutes sortes d'indicateurs. Fait que c'est un rapport de 530 pages. Quand même.
qui a coûté 835 750 Voilà. Le gouvernement qui a payé ça pour se faire dire à la fin de ces 500 pages-là que l'auditeur a trouvé des économies récurrentes annuelles, des sources potentielles de 134 millions de dollars. Oh là là. Bon, d'accord. Et là, on va voir quel est le contenu de ces autres. Qu'est-ce que c'est? Bien, 70% de ces 134 millions, donc presque plus de la moitié des sources d'économie, ça tient en deux solutions. La première, augmenter la sous-traitance pour 40%. Et la deuxième, pour 28%, diminuer, eux ils appellent ça rationner le service là où la demande n'est pas au rendez-vous. Fait que, bref, on a payé 835 000 $ pour se faire dire il faut privatiser Plus de privé. puis couper d'un service. Simplement. C'est facile. Moi, je traîne, là, puis on coupera si c'est pas intéressant, mais dans ma tête, une étude qui avait été faite sur, il me semble que c'était Baltimore. Et on avait comparé une partie du service de transport collectif qui avait été privatisé avec des parties qui ne l'avaient pas été, et c'était pas concluant. C'était pas clair que le privé était si efficace dans cette... Ça doit dater d'au moins 25 ans. Ah, mais je serais curieux d'aller lire ça. C'est peut-être pas full crédible. Parce que Colin Pratt, c'est un peu ça qui va ressortir de votre travail à vous par rapport à cet audit-là. À ce moment, exactement. Fait que là, à ce moment-là, on lit l'audit, puis on voit immédiatement que méthodologiquement, ça ne se tient pas debout. Sauf que la réplique, parce que là, c'est là que ça se passe. Ouais. Là, le gouvernement il dit, regardez, c'est un auditeur qui le dit. Les sociétés de transport, on n'a pas besoin. C'est un puits sans fond. Il ne faut pas leur donner des millions de dollars à chaque année. Il faut qu'elles fassent le ménage, qu'elles augmentent la sous-traitance. Regardez, c'est un auditeur qui le dit. Mais la réplique, nous, on aimerait ça l'avoir sur le moment, là, mais un exercice rigoureux de recherche, ça nous a pris peut-être presque un an, parce que là, on passe par des demandes d'accès à l'information, etc. Parce que ce qu'on est allé faire... C'est tellement essentiel, ce genre de travail-là. Ouais. Tu te fais servir une étude ou un résultat quelconque, on le prend pour du cash, puis finalement, ça prend du temps et des cerveaux compétents qui ont l'énergie de le faire et un budget pour dire, OK, on creuse. Oh là là, combien de fois je suis tombé sur des résultats de l'IRIS justement en ce sens-là? Que c'est précieux. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette recherche-là parce que plus les données rentraient, plus ça confirmait à quel point l'auditeur était presque de mauvaise foi. Et en service commandé. C'est une commande. Alors, finalement, il a tout remboursé, c'est ce qui avait été payé. C'est ça. Donc, c'est correct. En quoi est-ce que ça se reflète sur le contenu de l'étude? Bon, la sous-traitance. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces plusieurs millions de dollars récurrents là, pour dire que la sous-traitance coûte moins cher qu'au public? Bien, la première chose qu'ils ont faite, l'auditeur, c'est qu'ils ont calculé les coûts d'opération des sociétés de transport. Et ils sont arrivés à un indicateur qui est le nombre de dollars au kilomètre d'autobus. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un kilomètre d'autobus qui est opéré, combien ça coûte en dollars pour la société de transport? La première, la plus chère, entre guillemets, c'est la Société de transport de Montréal. Elle est à un petit peu plus que 9 $, du kilomètre. Et là, elle a fait pour les 10 principales sociétés de transport du Québec. À Laval, à Québec, à Longueuil, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres réseaux extra je crois québécois. qu'ils ont pris Vancouver. Ils ont pris Vancouver, mais sinon, c'est tout québécois. Et donc, la plus chère, c'est la STM. La moins chère, c'est Exo. Ah. Est-ce que vous connaissez Exo? Les gens du Gros Montréal qui nous écoutent vont peut-être la connaître. C'est les couronnes nord et sud, ça dessert les banlieues. Et Exo, elle dessert autobus, train, tout ça? Autobus-train. C'est ça. Mais pour les fins de l'audit, c'était strictement les services d'autobus. Parce qu'on voulait comparer, disons, des pommes avec des pommes. Et bon, Exo affiche des coûts d'opération d'environ 4 $ du kilomètre. Wow! Fait que ça coûte 2 fois moins cher que la super STM. Bon! Là, il y a deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que Exo, là, c'est peut-être un peu technique, là, mais c'est important. On est capable, go! Exo, il faut regarder, en fait, quand on compare les dollars par kilomètre des sociétés de transport, il y a une donnée vraiment importante avec laquelle il faut pondérer ces résultats-là, c'est celui de ce qu'on appelle la vitesse commerciale. Oh. Quelle est la vitesse moyenne des autobus? Pour Exo, on est à 33 km/h en moyenne. Puis pour la STM, on est à 17,9 km/h. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que pour parcourir 1 km à la STM, ça prend 2 fois plus de temps. Ouais.
que Exo. Fait que tu payes 2 fois plus longtemps ton chauffeur. Ton chauffeur, ça représente 70% de tes dépenses. Donc, autrement dit, Mais pourquoi? Exo se promène sur la 15, Ah, ok, la c'est ça. 117. C'est juste ça la différence. Là. C'est en grande partie ça. C'est quand tu as un territoire à desservir qui a une faible densité de population, Ouais. ton autobus, il s'arrête moins souvent. Hein, Ouais. il fait de la 20, de la 132. Là, pour les gens à l'extérieur du Grand Montréal, ça ne dira pas grand-chose. Mais La bref, 132, elle passe partout. Ouais, la 132, La 20 ouais, aussi. ça Oh, oui. partout. Mais bref, quand tu t'en vas à Châteauguay, Ouais. quand tu t'en vas à Saint-Jérôme, bref, ça roule. Puis des fois, tu as des voies réservées. Fait que- Cela dit, Colin Pratt, ça consomme plus d'énergie. Ah, malgré que pas tant que ça, parce que si tu roules pas, le moteur roule quand même. Oui, puis pour un autobus, mais pour n'importe quelle voiture, quand tu t'arrêtes, c'est les accélérations, décélérations qui Ah, sont ouais, très. ouais. Probablement que au kilomètre, là, ils doivent sûrement dépenser plus de litres d'essence à l'STM. Donc, Ouais. ça, c'est un premier élément, la pondération Ah, avec la Pense pas à vitesse ça. commerciale. Fait que ça explique en bonne partie pourquoi Exo a des coûts 2 fois moindres que Ouais. la STM. Le deuxième élément, ça c'est le plus important. Bon, quand l'auditeur a constaté que Exo coûtait 2 fois moins cher, ils se sont dit qu'est-ce qui différencie Exo des autres sociétés de Ouais. transport, outre la vitesse commerciale. Oui. C'est que Exo est par ailleurs la seule société de transport en commun urbaine du Québec qui sous-traite entièrement ses services de transport. OK. OK? Tous les autobus, la flotte d'autobus, le train, c'est Alstom. Les autobus, c'est Transdev, Transco, La Québécoise, tous des transporteurs privés qui, par appel d'offres, reçoivent des contrats pour desservir les différents De trajets. fournir des flottes. Ouais. Fournir la flotte, etc. La planification du transport comme tel, ça, c'est fait par Exo. Ouais. Exo, en gros, c'est des cols blancs qui planifient le transport puis qui organisent la relation contractuelle avec les transporteurs privés. Donc ça, Exo, c'est la seule au Québec Mais à faire Exo, ça. est-ce une compagnie privée ou c'est une organisation Exo, paramunicipale ou gouvernementale ou Exo, c'est public. OK. C'est- OK. Elle a le même. En fait, c'est pas une société de transport comme la Société Ouais. de transport de Montréal. C'est une organisation de transport parce qu'elle fait pas de transport comme tel. Elle le fait faire par d'autres, mais bon. OK. Mais tu sais, ça ressemble OK. comme aux autres sociétés de transport, juste que les autobus, c'est pas elle qui les opère. Alors, elle s'est dit, Exo a des coûts de service moindres parce qu'elle sous-traite ses services et donc, c'est à partir de là qu'elle a recommandé que l'avenir du transport en commun au Québec pour augmenter sa performance financière, il s'agissait d'augmenter la sous-traitance. Donc, elle a érigé Exo comme un modèle à imiter, à répliquer pour les autres sociétés de transport. Et ça a été ça, sa conclusion, et ça a été repris par le gouvernement à l'époque. Les principales vont dire qu'il faut augmenter la sous-traitance, casser les syndicats, L'agilité. cher, Ça prend de l'agilité. l'agilité, la flexibilité. Bon. Mais la commande qui avait été faite à l'auditeur ne faisait pas état de l'enjeu de la qualité du service. Ah! Ben oui, parce que si on mesure la performance d'une société de transport, il ne s'agit pas seulement de regarder ça en comptable, en auditeur, avec des dollars, des signes de pièces partout. Il faut aussi regarder sur le plan opérationnel quel genre de service qu'on a. Et la conclusion, là je dis mon punch à l'avance, c'est que Exo, ça pourrait être, disons, son slogan, là, en toute amitié pour Exo quand même, parce que moi, je suis un usager d'Exo. J'avais mal à mon Exo quand je faisais ma recherche. Mais Exo, ça coûte pas cher, mais ça vaut pas cher. Oh! OK. C'est ça la conclusion. Et pourquoi? Parce que ce qu'on a fait dans notre exercice à l'IRIS de contre-audit des sociétés de transport, on est allé demander à toutes les sociétés de transport, par voie d'accès à l'information, plusieurs données pour faire état de leur qualité de service à partir de 2 indicateurs principaux. Le premier, le taux de bris de service. Donc, combien d'autobus qui sont annoncés à l'horaire qui, ultimement, ne passent pas. Ça, c'est un bris de service. Et le deuxième... qui est quand même fondamental, Colin Pratt, parce que ça va jouer sur l'adhésion bien sûr des populations à utiliser le transport collectif. Si les autobus sont toujours brisés, les gens vont faire « je vais prendre mon char ». Je vais prendre mon char. C'est quand même une donnée qui est centrale au-delà des coûts. C'est une donnée qui est centrale, surtout pour Exo. Parce que Exo, c'est les banlieues.
quand ton autobus passe pas un matin, 2 matins, le char, il est là. Non, il est dans ça. l'entrée de garage, tu as fait un effort, ou si tu n'en as pas un, ben, tu vas t'en acheter un. Ouais. Puis bref, en termes de recherche, là, une population, un territoire fortement motorisé, le taux de voitures par habitant fortement motorisé, doit impliquer un service de transport en commun impeccable pour espérer concurrencer la voiture. En 2021, 82% des déplacements domicile-travail, c'est la voiture solo. Pour ça, oui. 82,4. 82,4 et 9% c'était en transport en commun au Québec. Puis la tendance se maintient. En 1998, on était à 79% de déplacements en voiture. Oui, ça a augmenté. 2021, c'était il y avait la pandémie, mais en 2016, on était quand même à... L'aiguillage là, pour la mobilité au Québec, c'est le statu quo, le pur et dur. C'est bien parce que plus il y a de voitures sur les routes, moins il y a de routes défoncées. Hein? Ben oui, bien poules, sûr. Puis tout ça, les nids de poules, c'est ça. Puis on n'a pas besoin d'investir dans le transport en commun parce qu'il y a des gens tout le monde a sa voiture. Ben oui. Puis tout va bien. Alors, Exo. On est allé pendant 1 an faire des demandes, des demandes d'accès à l'information à toutes les sociétés de transport. Oui, mais c'est toujours long, parce que tu n'as pas ce que tu veux. Tu redemandes, tu demandes. Là, c'est un processus de moine qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu, disons, sortir cette recherche-là 2 mois après celle de l'auditeur. Ouais. On a sorti ça à l'automne dernier. Et les résultats, ils sont forts. OK. On y va un indicateur à la fois. Ouais. Le premier, les bris de service. On a réalisé qu'entre 2022 et 2024, en moyenne, Exo a affiché un taux de bris de service plus de 2 fois supérieur aux sociétés de transport du Grand Montréal. Ah ouais. Donc, STM coûte 2 fois plus cher, mais fait 2 fois moins de bris de service. Oh! Même chose pour la société de transport à Laval, à Longueuil. Et on a donc un service qui n'est pas au rendez-vous à Exo sur le plan des bris de service. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième, puis c'est très logique, là, celui de la satisfaction de la clientèle, le taux de plainte. Oui. Ça, c'est le nombre de plaintes par 100 000 déplacements. À chaque fois que tu génères 100 000 déplacements, il y a combien de personnes dans ces 100 000-là qui vont faire une plainte au bout du compte? Exo, dans les dernières années, montre un taux moyen de plainte plus de 4 fois supérieur à ce qu'on retrouve à Longueuil, à Laval, à Québec, à Sherbrooke, etc. Ouais. Donc, les gens sont en colère. C'est beaucoup 4 fois. C'est beaucoup 4 fois. Donc, sur le plan de la qualité du service, Exo est un cancre. Ouais. Et ça, sur le plan de la recherche, là, puis des constats, c'est quand même impressionnant parce que non seulement on critique les conclusions de l'auditeur qui érigeait Exo en modèle, mais en fait, on les renverse complètement. Ouais. Exo n'est pas seulement une société qui a des problèmes opérationnels. En fait, Exo est une société à ne pas imiter sur le plan du transport. Et qu'est-ce qui explique pourquoi est-ce que Exo fait si mal sur le plan de la qualité du service? Bien, en bonne partie, c'est la sous-traitance. Ouais. Parce que Exo... Comment ça se manifeste, ce problème de sous-traitance pour la qualité des services? On va aller plus loin encore dans les données. Là, parce que les gens qui travaillent au privé, ils sont bien intentionnés. Ils sont pas méchants. Oui, moi, j'ai des très, très bonnes... Les chauffeuses, ils font leur travail, puis à l'entretien aussi, qui réparent les voitures. Bref, Exo, sur le plan de la qualité, ce qui explique pourquoi est-ce que la sous-traitance est un facteur prépondérant pour ça, bien, en fait, c'est que quand on regarde la cause respective des bris de service entre 2022 et 2024, la majorité des bris de service à Exo, ça je l'avais dans les demandes d'accès à l'information, c'était le manque de personnel, le manque de chauffeurs. Aha. Et pourquoi est-ce que Exo a autant de difficultés? En fait, pas Exo, les transporteurs privés qui accomplissent le transport. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de misère à attirer, à retenir leur main-d'œuvre? Ben, c'est parce que leurs salaires ne sont pas concurrentiels. Oh! À Exo, on a un taux horaire en moyenne 30% inférieur à ce qu'on retrouve au public. Puis ça, c'est sans parler des avantages sociaux. Fait que, bref,
Ouais, mais là, l'emploi... attendez, les gens vont dire c'est parce que le problème, c'est que les syndicats font que les salaires sont artificiellement trop élevés. On peut toujours dire ça. Mais Allô? aussi, Vous allez à Cube, là, des fois. Là, Ben j'essaie oui. de participer à Cube à certaines émissions On- avec Benoît Dutrisac, on- entre autres. C'est pas le genre d'argument qui pourrait vous servir, ça? on participe avec plaisir, ben oui. Mais par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'emploi, ça sera toujours un marché. Ouais. Puis, tu espères offrir, dans une logique autre que, disons, capitaliste, Ouais. néolibérale, là, tu veux que tes conditions d'emploi les meilleures se retrouvent pour les emplois les plus utiles socialement. Ouais. Et s'il y a un emploi utile socialement de nos jours, entre autres, c'est celui de ceux reliés au transport en commun, parce que c'est des métiers d'avenir. Ouais. Tu veux pouvoir embaucher, convaincre des gens de faire carrière là-dedans, puis c'est certainement pas en sous-traitant le service avec des conditions de travail médiocres, Ouais. des horaires entrecoupés, permanence, etc., que tu vas avoir un bon service. Là. Mais le serpent se mange la queue un peu ici, parce que puisque on n'investit pas suffisamment en transport collectif, les gens n'ont pas envie de le prendre. Vu que les gens n'ont pas envie de le prendre, il n'y a aucune pression sur les entreprises d'augmenter les salaires des chauffeurs, puisque la demande n'est pas là. Comment on fait pour sortir de ce cycle-là? C'est exactement ça, le cercle vicieux dans lequel on se retrouve, dans lequel nous plonge la CAQ à sa défense. Là, elle ne se différencie pas de tous les autres Non. gouvernements qui l'ont précédé. Ce qu'ils appliquent, c'est une recette néolibérale éprouvée qui est celle de sous-financer un service public, Ouais. constater ses échecs Ouais. et ensuite justifier la privatisation Ouais. sur la base de le service n'est pas bon, il est médiocre, sans rappeler que s'il est médiocre, c'est parce qu'on le finance mal Voilà. ou on le sous-finance. Voilà. C'est exactement ça qui se passe avec le transport en commun. C'était l'objectif de l'Audi, c'était de justifier pour le gouvernement une approche qui consiste à investir le moins possible en transport en commun, mais néanmoins boucler les budgets opérationnels des sociétés de transport. Parce qu'on trouve aussi des statistiques assez folles dans cette étude sur la proportion, là, il faut que je le retrouve, là, d'investissement dans les routes versus le transport collectif. Mais c'est capoté. Oui, ça, c'est drôle. Attendez, c'est où? Il faut que je le retrouve, là. Je vais avoir les bons chiffres. C'est pas... Attends, il manque une page? Oui, il manque une... Mais je les connais par cœur. Si ça te va, je peux... Go! Okay. Ben oui, c'est ça. Mais j'attendais que vous répondiez, vous preniez le relais. J'attendais, je trouve ma feuille. Oui, Voyons! la feuille, mais là, c'est ça. T'avais fait tes devoirs. Là, Ouais. c'est juste... En plus, c'était des feuilles 8,5 par 15. Par Ok, 14. 14. Ouais. Bon. Alors, la CAQ, on le sait, elle ne s'intéresse pas au transport en commun, elle n'investit pas dans le transport en commun, mais on ne sait pas à quelle hauteur. C'est le fun quand on met un chiffre. Oui, parce qu'on a là-dessus. l'impression, quand on lit certains médias, dont celui que vous fréquentez parfois, qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'argent qui s'en va dans le transport collectif à perte. Oui. On a cette impression-là que c'est un trou sans fond. C'est un truc. Puis ça je vais faire une parenthèse. Ouais. Avant de venir aux données sur la CAQ. Là, moi, quand l'Audi est sorti, là, Ouais. puis ensuite, nous, notre contre-Audi, puis les résultats qui démontraient que en fait, la sous-traitance, c'était une catastrophe pour le transport en commun et qu'au contraire, le public faisait très bien et le privé très mal. En rétrospective, je voyais l'Audi comme presque une forme de diffamation Ouais. à l'égard des sociétés de transport public. OK. Parce que sous la CAQ puis sous cette Audi, ces sociétés de transport-là sont présentées comme étant des mauvais joueurs, des gens incompétents qui sont pas capables de gérer, puis qui gaspillent. Mais quand tu regardes le service qu'ils nous donnent, là, qui est 2 fois meilleur que ce qu'on a au privé, puis juste sur l'amplitude, là, c'est moi qui ne retrouve pas mon chiffre. Là. En 2024, la Société de transport de Montréal, à elle seule, elle a opéré plus de 5 millions de voyages d'autobus. Ah ouais. OK? 5 millions, là, c'est en moyenne 15 000 voyages d'autobus par jour. Wow. Moi, bon, là, vous constatez mon biais. Le jupon dépasse. Le jupon dépasse de l'amour du transport en commun. Je veux dire, c'est quand même impressionnant. C'est quand même un exploit. Puis plutôt que de le célébrer... Ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne. Ouais.
quand on le finance comme du monde, puis ça ne fonctionne pas, quand on ne le finance pas, c'est aussi simple que ça. Puis le 15 000 autobus, pardon, je veux dire, c'est incroyable, avec un taux de bris de service qui est à moins de 0,5 On est à au-dessus de 99 Puis tout ça, il y a toute une logistique en arrière dans laquelle on Mais là, c'est ça, attendez, il y a une chose, Colin Pratt. Bon, là, j'ai retrouvé mon chiffre. Oui, le chiffre. Sous-financement chronique des infrastructures en commun entre... Bon, le PQI, c'est le... Plan québécois des infrastructures. Bon, ouais, c'est ça. 2020-2030 et 2025-2035, le financement du réseau routier a augmenté de 34 contre seulement 6,6 pour le transport collectif. Ouais. 34 En absolu, là, regardez bien ça. Le plan québécois des infrastructures, ça existe depuis environ 15 ans. Ça vise à une saine gestion des infrastructures qui relèvent du provincial. Ouais. Donc, au provincial, le réseau routier, c'est tout ce qui concerne les autoroutes, les routes numérotées, là, qui sont de juridiction provinciale. Puis, bon, pour les infrastructures de transport en commun, ben, quand il y a des projets de transport en commun, mis à part le REM, là, ben, habituellement, c'est financé à 100% par le public. Et le fédéral. Et le fédéral, oui, voilà. Non, mais il y a un jeu politique aussi de ne pas accepter les transferts en transport du fédéral parce qu'on veut avoir l'air ne pas être sous la tutelle. Puis là, cette semaine, il y avait des manchettes qui indiquaient qu'il y a de l'argent qui dort à Ottawa pour les infrastructures québécoises parce qu'on ne veut pas montrer que le fédéral vient nous sauver le derrière, en fait. Il y a cette game politique-là en plus, il ne faut pas la sous-estimer. Oui, la CAQ daigne à mettre de l'argent de ses propres fonds gouvernementaux et elle daigne aussi à aller chercher l'argent de d'autres paliers. Cette année, rien... Ben, en fait, on peut comprendre. Tu les offres en baisse d'impôts après. C'est pour ça qu'ils demandent utilisation sans condition, mais ça, c'était pas dans l'étude. Excusez-moi. Le PQI. Oui. Donc, le PQI, si on regarde ce qui s'est passé dans les 5 dernières années, sur le plan du réseau routier, le budget des routes qui relèvent de la juridiction provinciale, du palier du ministère des Transports du Québec, elles ont été bonifiées le budget de 9 milliards de dollars. Ah ouais. Pendant que le transport en commun, lui, dans les 5 dernières années, son budget par la CAQ, il a été augmenté de 90 millions. Donc, on est dans une différence d'une amplitude de 100. La CAQ a mis 100 fois plus d'argent dans le transport en commun. Dans le transport routier. Dans le transport routier. C'est un lapsus. Je suis un idéaliste. Là, vous essayez de nous faire rêver. Là, ça marche pas. Mais là, je ferais l'avocat du diable et je dirais, est-ce qu'on pourrait prendre ça puis le calculer par kilomètre? Puisque le réseau. Il y a beaucoup de routes, est-ce qu'on peut comparer ces deux chiffres-là vraiment? J'ai pas besoin de me faire convaincre. Je suis certain je suis sûr qu'ils sous-financent, là, je le sais. Les 15 000 passages par jour, faut calculer à chaque passage sur la même rue et non pas le tronçon, alors que on pourrait calculer, oui, c'est des longs tronçons qu'on construit. Si on élargit des voies, mais des deux côtés, là, ça se justifie. Il faudrait calculer le nombre de personnes qu'on déplace sur combien de kilomètres. Et là, c'est sûr que ça serait... Ça mettrait encore plus en évidence l'importance du transport collectif et son efficacité. Mais quand même, pour le PQ, quand on regarde les dépenses dans les routes, là, le 9 milliards qui a été bonifié, il y en a 70% qui s'en va pour le maintien. Fait que l'entretien. Puis 30% qui s'en va pour les nouveaux développements. Mais si on en construit... Mais il ne faut pas l'oublier, si on en construit des nouvelles, ça va nécessairement... On va être obligé de bonifier l'entretien. Fait que ça, c'est un puissant fond. Exactement. Le ratio 70-30, c'est-à-dire 70% dans les routes qui vont au maintien, c'est exactement ça. Ça démontre que les routes, c'est un puissant fond parce qu'à moins qu'on décide d'en condamner, de dire, OK, ces routes-là, on s'en occupe plus, etc., ben, il faut les entretenir. Voilà. Ça coûte cher au Québec. Puis ça démontre une chose qu'on oublie là, dans tout ce débat-là. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en transport en commun, contrairement à ce que nous dit la CAQ et d'autres, quand on met de l'argent là-dedans, c'est pas des dépenses. C'est des investissements. Voilà. Parce que chaque dollar que tu mets en transport en commun, qui peut ultimement signifier moins de voitures sur les routes, ben, ça coûte moins cher à la collectivité. Parce que ça, il y a un consensus. Il n'y a pas une année qui passe sans qu'il y ait une étude, soit scientifique ou DHSC ou même la Commission européenne qui démontre que pour chaque kilomètre parcouru
En voiture, Ouais. ça coûte, là, je vais citer la Commission européenne des transports, qui est une bonne source publique. Elle dit chaque kilomètre en voiture coûte 12 fois plus à la société que le même kilomètre parcouru en autobus. Est-ce que ça inclut les externalités de santé? Voilà. Parce que la voiture, elle génère des accidents, Oui. des morts. Là. Pour le plaisir, là, je calculais hier, là, au Québec, là, depuis 1970. Il y a des là, gens qui font des calculs. Pour le plaisir. ouais, Impliquant des morts. Oui, c'est un peu morbide celui-là. Là. Au Québec, dans les 50 dernières années, il y a 45 000 personnes qui sont décédées sur les routes. Là. À cause OK, sur les routes. Ouais, mais principalement des accidentés de la route. Ah, là. ouais. Ouais, c'est grave. Tu sais, ça, c'est une autre externalité de la voiture qu'on normalise, tu sais, Tout à qu'on fait. banalise, mais on connaît Car brain. tous. Car brain. On connaît tous dans notre entourage, de près ou de loin, des gens qui ont été victimes de blessures, de décès. Puis Oui. c'est vraiment triste. Là, Mais là, il va y avoir des drame. audits sur les pistes cyclables à Montréal, Colin Pratt, pour regarder si les blessures. Est-ce qu'on n'en parle pas pendant ce temps-là des blessures des vélos? Ce Pourquoi on sera, n'en parle pas? Parce qu'il n'y en a pas. ce sera un prochain audit que Oui. l'IRIS va se faire Ah, le plaisir. Là, ça va-tu prendre un an? D'analyser. Ça va-tu prendre un an pour l'analyser? cet Ça audit-là? dépend à quel point la méthodologie était pas bonne. Oui. Moins bonne, plus ça va prendre de temps à démonter. Puis c'est ça. C'est une relation. On a fait le tour? C'est pas pire. Ouais, pas mal. Je pense que oui. Super intéressant. Ah, puis dernière chose, Oui. à la STM, depuis 2019, il y a 8% moins d'autobus que... Ah oui, ouais. ils ont le parc, la flotte a... En fait, le nombre de voyages. Ah, ok, c'est ça. Le nombre de voyages, Le service. depuis 2019, le service a diminué de 8%. Ça, c'est un élément. Ah, puis il y avait tout un autre aspect de l'étude sur l'entretien. OK, oui, non, bonne idée. Si vous me Parlons-en. permettez. Oui, parce que ça, c'est vrai, c'est intéressant. Et ça, vraiment c'est important. nouveau. Ça, c'est nouveau. En fait, non, attendez, Colin Pratt, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'on comprend... C'est drôle, j'ai pensé au déneigement, moi, pour l'entretien des pièces, entre autres, parce que vous avez quantifié c'est quoi l'impact du bris de service quand il manque des pièces? Est-ce qu'on peut les fabriquer? Est-ce que les sociétés de transport ont des départements qui sont bien financés pour... Bon, et vous l'avez abordé, ça, dans cette étude-là, puis c'est vraiment intéressant. Parce que parmi les super recommandations de Raymond Chabot de Grant Thornton, il y en avait une qui concernait l'entretien. Et là aussi, elle suggérait d'augmenter la sous-traitance dans l'entretien dans une perspective d'économiser, de diminuer les dépenses. Ça a été plus facile à démonter parce que en août dernier, il y a la vérificatrice générale de la Ville de Montréal qui a été se promener dans le garage d'entretien de la Société de transport de Montréal pour faire une enquête spécifique aux pratiques d'entretien de la flotte d'autobus publics Ça, c'est niché, de la ça. Société de transport de Montréal. Ça, on a vu ça. Ça, c'est niché. Ouais. Puis son rapport, là, il y a peut-être une centaine de pages, là, il est fascinant. OK. Parce que moi, je connais absolument rien sur l'entretien. Je l'ai lu, puis bon, je vais commencer par la fin. Elle est allée là, puis sa conclusion, ça a été « Wow! À la Société de transport de Montréal, on entretient les autobus de manière très efficace et en fait, on devrait augmenter la capacité d'entretien de ces véhicules-là parce qu'à chaque fois qu'il y a un autobus brisé qui rentre au garage, son moteur est pété, son turbocompresseur, ses étriers de frein sont à changer. Parce que la STM, puis ça, en fait, ça concerne aussi toutes les sociétés de transport urbain, ont une capacité interne d'entretenir leurs véhicules. C'est une expertise qui a été bâtie sur des décennies. Quand l'autobus rentre brisé, les mécaniciens, mécaniciennes, et il y a toutes sortes de spécialisations. Il y a des vitriers, il y a des rembourreurs, bref, une soixantaine de métiers. Ils vont prendre la pièce. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la réparer. Plutôt que de l'acheter puis en acheter une neuve. Puis la vérification... Chez des sous-traitants qui fournissent des pièces. C'est ça, qui fournissent les pièces. Donc, nous, on est parti comme point de départ de la conclusion de la vérificatrice générale qui contredisait celui de l'auditeur de l'année précédente, à l'effet que quand on a des étriers de frein qu'on peut réparer, ça coûte 3, 4, 5 fois, 10 fois moins cher que si on l'achetait au neuf. Et même que si on allait le porter chez le mécanicien du coin, parce que les garages sont là. Fait qu'on a les actifs, les infrastructures. Ils ont été financés, c'est déjà financé. Payé, ils sont là. Ils sont là, fait utilisons-les. Puis, ce qu'on est allé faire, c'est, encore avec des demandes d'accès à l'information, on est allé regarder l'augmentation
du prix à neuf de certaines pièces d'autobus. Puis c'est étonnant. Sur 10 ans, le prix moyen annuel à neuf des étriers de frein, il a augmenté de 20% en moyenne par année. Par année? Par année! Shit, okay. Par année. L'inflation, c'est 3-4%. Donc, la sous-traitance, ça ne peut pas être la solution puisque c'est des coûts qu'on affronterait. Les salaires des mécaniciennes n'ont pas augmenté de 20% par année. Tandis le marché à neuf, parce que, bref, tu as de l'inflation, tu as la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup dans les 5 dernières années, ça a beaucoup augmenté. Même chose pour les turbocompresseurs. On est à 17,4% en moyenne par année d'augmentation du coût. Donc, face à ça, c'est clair. Si on parle de pièces neuves achetées à l'extérieur? Ou rebuild. Oui. Les fameuses rebuilds. Remises à neuf. Les remises à neuf, elles, ils ont juste à acheter. En fait, souvent, ils vont réusiner leurs propres composantes. C'est évident que s'il y a des machinistes qui travaillent des objets pour les réusiner ou pour en faire des nouveaux ici, ça crée de l'emploi ici. Ça fait tourner, le déficit commercial est dans gagne à tous les niveaux. Oui, puis j'ai pas parlé les sous-traitants de Exo. C'est des gens qui sont aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans. Je veux dire, les transporteurs, on revient en arrière. C'est des compagnies installées dans des paradis fiscaux? Mais oui. Donc là, c'est pour ça qu'ils sont performants. Puis ça, l'auditeur, ça, c'est des signes de pièce. L'auditeur aurait pu en parler, les retombées économiques, le dollar que tu mets au public dans la STM et compagnie versus à des entreprises qui encaissent les profits. Vous faites du nationalisme économique, puis ça, chez Raymond Grant Thornton, il ne trippe pas là-dessus. Les profits n'ont pas de les profits n'ont pas de pays. Les profits n'ont pas de pays. C'est comme les gaz à effet de serre. Exactement. Merci. C'était passionnant. Oui, puis on a pris le temps. La conclusion sur l'entretien. Dans les premières années d'une opération de privatisation, de sous-traitance, souvent dans les premières années, on peut constater une diminution des coûts, une diminution des dépenses. Le privé peut être plus compétitif que le public, mais à long terme, c'est temporaire parce que, ultimement, à force que la privatisation se cristallise, le sous-traitant comprend que le public est dépendant de lui. Et lorsque les appels d'offres se succèdent, là, on pèse plus fort sur le crayon et les prix augmentent au privé, des fois même surpassent ce qu'on retrouvait au public. Fait que ça, c'est un engrenage qu'il faut absolument éviter. Puis, en ce moment, la grève qui est toujours en cours à la STM, elle concerne les services d'entretien. C'est le personnel d'entretien. Puis, contrairement, là, il y a toutes sortes, il y a une couverture médiatique assez... Attends, tu vas te dire que les médias sont biaisés? Assez particulier. OK. C'est le principal enjeu des travailleurs-travailleuses, c'est moins celui des salaires que de la sous-traitance. Eux autres, ils voient ça venir, l'aspect de la dépendance au privé puis de l'expertise publique. Si on en parle, on en parle souvent d'expertise. La perte d'expertise depuis longtemps. La perte d'expertise publique, ça nous coûte cher, ça clique, etc. C'est la même chose pour le transport en commun. Puis quand on va gratter avec toutes sortes de données bizarres sur les étriers, les turbocompresseurs, on arrive à... Moi, j'aime vraiment ça. Je savais même pas qu'il y avait des autobus turbo-compressés. Tu veux dire... c'est-à-dire un turbocompresseur? Il y a un moteur. Le moteur, lui, il compresse l'air, puis il envoie ça dans... Mais je ne suis pas mécanicien. Fait que ça, on évitera... Oui, là, on va arrêter. On va ça. Ça prendrait un Audi. Ça prendrait un Audi. À chacun son métier, les moutons seront bien gardés. L'auditeur n'est pas un expert en transport en commun. Non. C'est un expert en chiffres. En même titre que l'IRIS n'est pas un expert de turbocompresseur, mis à part leur dynamique de prix et d'inflation sur le marché. Et on rappelle, l'IRIS, tout ça, cette étude-là, on peut la lire. On peut la lire, bien sûr. C'est disponible sur le site Internet de l'IRIS. C'est disponible sur le site Internet de l'IRIS. Exo l'a lu et a réagi. Donc, je vais finir avec ça. C'est vrai, là. Parce que ça, c'est drôle. Exo a lu notre étude, a émis un communiqué et a ensuite signé une lettre ouverte dans Le Devoir. Et dans son communiqué, c'était vraiment intéressant parce qu'elle arrivait à la conclusion, il y a une partie, elle dit, dans les dernières années, notre service n'était pas terrible, mais on s'est amélioré. Puis c'est vrai, il y a eu de l'amélioration, puis ça, il le rappelle, puis on le mentionnait, là. Mais en fin de communiqué, je vais vous lire son extrait. C'est vraiment intéressant. Elle dit, Exo compte également optimiser... là, je vous avertis, c'est de la gouvernance, c'est de la novlangue. Là. Exo compte également optimiser son modèle d'affaires au cours des prochaines années,
dans une perspective de contrôle des coûts et d'amélioration continue de ses pratiques. Et là, écoutez bien, en devenant propriétaire de sa flotte d'autobus et de garages. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire moins de sous-traitants? Moins de sous-traitance. Fait que dans sa lettre, elle disait on est bon, notre modèle fonctionne, mais à la fin, finit par dire en fait, dans les prochaines années, on planifie de s'en sortir puis de devenir Et pourquoi? public. Pourquoi ils font ça? Grâce à l'Iris. Oui, peut-être, en fait, c'était peut-être déjà dans les cartons parce que le service était tellement mauvais. Tu sais, ça, faudrait leur poser la question, mais c'est quand même impressionnant. Quand j'ai lu ça, je suis quand même tombé à bas de ma chaise parce que je me dis, avoir su, je l'aurais mis dans l'étude. Là, on va terminer pour ça pour vrai. Grâce à votre étude, on découvre des choses. Et là, on va pouvoir, après ça, quand on va revoir passer des audits, des paroles de ministres, on va être mieux équipé pour intellectuellement se dire, il nous roule dans la farine. Mm-hmm. Les audits, là, c'est une technique, une stratégie de relations publiques redoutable. Et là, il y en a une qui s'en vient avec les pistes cyclables, 4 pistes cyclables avec nos amis d'Ensemble Montréal. Fait qu'on va être très vigilants. Hey, merci. Vous restez avec nous parce que là, on va parler du fameux projet. Fameux projet de God. Attention. Oui. Wow, un peu électro. Un peu électro, oui, c'est Flabbergast qui nous a autorisé à prendre cette... Flabbergast? Oui, c'est un groupe de Montréal, Ah, ouais. avec Vincent Lemieux, entre autres, Ah, qui mon nous Dieu, vendait des vinyles il y a longtemps. c'est bien donc. Ah, mon Oui. Dieu, c'est donc bien le fun. Oui. Et donc, oui, j'aime ton énergie, Fred. C'est ce fameux projet de balado. Ouais. Est-ce que vous dites un ou une balado? Nous, on dit un pour pas... Quand j'écris à des gens, j'écris la balado, L-A majuscule, Ouais. et là, tout le monde sait de quoi je parle. Puis là, maintenant, quand je vais dire le balado, je pense que les gens vont bien saisir la différence. Ouais. Ça va pas du tout les mélanger. On dit un balado juste pour pas se chicaner avec, avec les autorités. Bertrand, ouais. Fait que oui, Fred, je propose 3 épisodes, Ouais. et c'était évidemment votre commande. Oui, c'est vrai? Vous, mon producteur, pas que je suis tanné de parler d'énergie parce qu'il faut bien s'entendre, ça va parler d'énergie. Oui, oui, c'est Hein? ça. Ça s'appelle J'aime ton énergie. Puis parce que j'ai parlé d'ici d'Hydro-Québec, Oui. puis que finalement, en faisant des chroniques ici à la balado, Ouais. ben, j'ai réalisé à quel point c'était un enjeu complexe, Ouais. mais qui m'intéressait. Puis là, je me suis dit, je peux pas juste parler de ça à la balado. Ouais. Puis là, ben, par la fin, tu sais, mon point central, là, éventuellement, j'ai réalisé, c'est comme si en Alberta, les puits de pétrole étaient nationalisés. Ouais. Tu sais, l'électricité au Québec, là, c'est une richesse. Tout roule à l'électricité et ça appartient à une entreprise d'État. Ouais. Puis on fait de l'argent avec ça. Puis on peut prendre des décisions. On a un conseil d'administration. Ouais. On a des... Et je me suis dit, mais c'est une richesse extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'on y accorde suffisamment d'attention? Et évidemment, ce que j'ai réalisé, c'est non. Oui. Et j'avais dans la tête de faire, je sais pas, des épisodes spéciaux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette fameuse communauté, Fred, Oui. de la balado, Qui existe pour vrai. oui, mais j'ai un auditeur qui a surgi de nulle part, Ouais. puis qui m'a finalement poussé dans le derrière pour dire, mais fais-les. Oui. Et il est devenu partenaire. Oui. Finalement, c'est Jean-F. Boilly. Oui. Et là, je ne vous raconte pas l'histoire parce que le balado, on essaie de rendre ça intéressant. Ouais. Je ne suis pas comédien, OK? Alors, on n'est pas allé dans le drame du Non, tout, non, mais non. on raconte un peu comment ça s'est développé et quand vous écoutez le balado, bien rapidement, vous tombez un peu dans comment ça s'est passé. Ouais. Fait que je ne vous dirai pas comment j'ai rencontré Il Jean-F. faut l'écouter. Mais oui, Jean-F. Boilly, mon partenaire, sans qui ce ne serait pas Il y a possible. beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et c'est ça qui est drôle parce que Jean-F., j'ai découvert en jasant avec lui que c'est un sale crinqué. Oui. C'est un gars qui fait des projets Oui. et qui les mène à terme, Oui. mais quand tu le regardes, tu te dis, hey, boy, j'aime ton énergie. Ouais. Ben, c'est ça. Alors, ça, le titre s'est imposé comme ça, Ben oui. entre autres. Et puis, ben, écoute, il fallait en premier que je commence à creuser les enjeux ici. Oui. Donc, pas de balado de Fred Savard, pas de j'aime ton énergie, là, Arrête. d'aucune Mais c'est pas façon. grave. Là, on parle de Ah, votre projet. On est complètement... On est un petit... On est Ouais. un sous-projet Ouais. de la balado de Fred. Et puis, Ouais. écoute, moi, je suis... Quand vous avez fait au début, vous avez nommé votre compagnie Oui. Les Balados de Fred Les, Savard. mais à l'origine, quand je l'ai incorporé, Ouais.
Là, on m'a demandé comment tu l'appelles. Les balados. Là, j'ai dit, ça va être les LBFS, les balados transfert, parce qu'il va en avoir plusieurs, sûrement. À l'époque, je ne savais pas. Et voilà. Voilà. Et là, maintenant, Là, c'est la quatrième, en fait, la troisième publique, parce qu'il y a aussi Brouillon de culture, c'est vrai. que j'avais dessiné au donateur à l'époque. Ben, c'est une infrastructure très compliquée. Puis on a comme C'est décidé... une multinationale. Faites-vous de la sous-traitance? Est-ce que je suis un sous-traitant? Oui, d'une certaine... Non, parce que je vous paye pas. Ah, c'est pour ça. Je vous paye pas pour ça. Donc, je serais un sous-traitant et Vous êtes un sous-traité. très en fait. efficace. Ouais. Mais donc, Donnez à la balado, si vous voulez que je... est-ce que je vous passe un extrait? Vous, pour vous donner un peu une j'aimerais idée ça. du Ben ton, oui, ben oui. On va aller écouter l'extrait. Ouais. Puis on va rebondir là-dessus après. On regarde attentivement les choses au Québec. Malgré des années de beaux discours, on n'a pas de plan chiffré et clair de remplacement des énergies fossiles. Zéro. On va juste créer de la nouvelle énergie pour l'empiler sur la vieille. Ne serait-ce qu'avec le transport, le chauffage et les processus industriels, on en a des hydrocarbures à sortir. On en a gros comme le bras. Ben, c'est ça. Puis parler de transition, c'est facile. La preuve, c'est que tout le monde le fait. À moins de vouloir des éoliennes, des pylônes, des parcs solaires sur chaque kilomètre carré du territoire, on s'en sort pas. Limiter la réflexion à la simple augmentation de la production d'électricité verte, c'est ça, en fait, qui est le mirage. Pourtant, il y a 10 ans, on avait vraiment l'impression... Ah! Est-ce que vous avez eu du plaisir? J'ai eu... Parce que là, Ouais. vous animez. C'est l'introduction, ça, Oui. du troisième épisode. Là, donc, il va y avoir 3 épisodes. Oui. En fait, je dis il y a 3 épisodes. Et c'est vous, Fred, qui avez exigé que j'en Oui. sorte 3 d'un coup. Ben, c'est parce que je me disais, quand on va en parler, quand ça va être prêt, Ouais. vu qu'il y en a quand même seulement 3 pour Ouais. l'instant, Bien sûr. je trouvais ça plus payant de les rendre disponibles les 3 d'un coup, comme ça, les gens... Mais maintenant que j'ai terminé, là, Ouais. je peux vous dire que c'était une bonne idée. Bon, OK? Mais tout le long, quand je terminais le premier, puis que je rushais sur le montage, puis que tu sais, j'ai appris à monter en faisant ça, Jean F et moi, on enregistre, alors, tu sais, on est 2 nouveaux au micro ensemble. Ouais. C'était tellement de travail que je me suis dit, il reste vraiment une chance que ça sorte pas, ça. Que jamais personne j'ai entende ça. Mais vous le saviez. Hein? Ben, un peu. Vous aviez Je commence confiance. à avoir un peu de métier. Ben, c'est ça. Donc, je pense que c'était une bonne idée. Et donc, 3 épisodes qui sortent d'un coup, des épisodes de 35-40 minutes environ. Ouais. Et c'est pas mes chroniques. C'est vraiment pas ça. C'est Wow. autre chose. OK. Parce que les chroniques, j'ai fait ici. Oui. Et puis ce ton-là que j'ai ici, je pense que je pourrais pas l'avoir ailleurs. Mais il y a des petits rappels. C'est pas 100% sérieux non plus. Ouais. Et c'est parfois carrément weird, je pense. Tout à fait. Par bout. Il y a des gens qui vont être confus en l'écoutant. Et c'est tant mieux. Ça va les garder sur le bout de leur siège. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres Bien évidemment. séries? Est-ce qu'on pourrait... Parce que là, j'ai même pas parlé de saison. Non. On pourrait les bonifier parce que là, le balado existe. Oui. Vous pouvez vous abonner dès maintenant et Oui. télécharger les 3 épisodes. C'est disponible sur toutes les plateformes. Oui. Toutes les plateformes balado. Toutes Apple les Podcasts. Au même titre que la balado de Fred. Exactement. Voilà. Sur YouTube Podcast également. Et là, vous avez la piqûre. Ah, j'ai la piqûre, c'est certain. Puis j'ai surtout tissé des liens avec des experts avec qui j'avais déjà parlé grâce à la balado. Oui. Mais tu sais, Jean-Pierre Finet Oui. du regroupement des organismes environnementaux en énergie, Oui. Jean-François Blain, notre fameux... Ça, c'est l'étincelle, parce que Ouais, tout ouais. ça part d'une entrevue que j'ai faite avec Jean-François Blain, qui est un Ouais. expert en énergie, et puis que j'ai capoté sur son analyse. Ouais. Il était en commission parlementaire. Il a écrit d'ailleurs un rapport avec les Oui, vices, oui. c'est ça. Donc, tu sais, en rencontrant ce gars-là, je me dis, mais là, je pourrais jamais mettre assez de temps pour comprendre ce qu'il me dit, mais je peux essayer. Ouais. Mais tu sais, Pinot, tous ces gens que j'ai rencontrés, puis il en reste plein d'autres là, que j'ai Ouais. pas rencontrés. Je suis même allé voir des gens du CQDE, Centre québécois du droit en environnement, que je connaissais pas du tout. Ouais. Puis j'ai juste le goût que ça continue, puis Jean F aussi. Là. Puis là, en plus, qu'est-ce qui arrive? Il y a des élections qui s'en viennent. Eh là Fait que là. là, qu'est-ce que les partis vont proposer? Il y a plein de... J'ai comme le rêve que ce canal-là Ouais. devienne un espèce de pivot de l'énergie Quoi? récurrent, Ouais. parallèle à la balado, Ouais. à ta balado, puis parallèle à mes chroniques. Je vais Ouais. continuer à parler d'énergie, mais un espèce de canal Ah, précis oui, sur avec- l'énergie. Puis être capable d'en parler différemment. Avec des partenariats, puis Et là, le projet existe. des millions à la clé. Sur les plateformes. Donc, vous pouvez
ajouter des épisodes comme vous voulez par la Ouais, suite. Là, c'est il y en a 3, Oui. mais rien n'indique qu'il n'y en aura pas d'autres. On Donc, espère vraiment qu'il y en aura d'autres. Oui, Vraiment. ça, Puis c'est d'ailleurs, une mention qu'à vous. une mention qu'à vous et aux auditeurs et à la communauté, Oui. parce que justement, c'est aucune idée de ce que sera la réaction. Oui. C'est fait sans prétention, Oui. mais avec beaucoup de travail. Oui. C'est la seule chose à laquelle je peux prétendre. On a travaillé sérieusement pour que ce soit solide. C'est pour ça que je pensais que je finirais peut-être jamais. Ouais. Mais j'ai été exigeant. J'ai mis la barre haute, Godefroy, Vous l'avez parce que j'avais confiance en vous. Écoute, c'est le secret du succès. Oui. C'est la confiance qu'on peut se co-donner. Oui. Euh, Alors, Et la confiance dans ces auditeurs-là qui sont Oui. si curieux et brillants Oui. et que ça vaut la peine de leur produire quelque chose d'intéressant, au même titre que la conversation qu'on vient d'avoir Oui. sur le transport collectif. On peut aller en profondeur, Oui. creuser. il y a de la place pour ça. Oui. Et donc, Fred, 3 épisodes. J'aime ton énergie. Le premier, en fait, je pourrais dire les 3 Ouais. parlent beaucoup du projet de loi 69, qui est devenu la loi 24. Ouais. Son importance, tout ce que ça va changer. Le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec et ses milliards d'investissements qui méritent toute notre attention. Et une petite rétrospective des politiques liées à l'environnement au Québec. Si on écoutait les nouvelles depuis 20 ans, on est convaincu là, qu'on est en transition, ça va bien, on est des champions du climat et on s'est attardé aussi à ça. Ouais. Et donc, j'ai vraiment très hâte là, que vous, auditeurs, Ouais. alliez écouter ça et me donniez des nouvelles et à Jean F aussi. Et si vous avez aimé ça, Ouais. on va faire comme on faisait à Télécourrier, c'est qu'on va proposer aux donateurs Mhm. de dédier leurs dons à Ouais. un projet en particulier. On faisait ça à C'est l'Université vrai. de Montréal. Est-ce que c'était- Les gens pouvaient dire, moi, je veux que mon argent aille pour les bourses. Oui, puis là, on faisait ça comme ça, puis on disait, j'écris sur un papier. Oui, on faisait ça. Clac, clac, clac. Oui, oui, Je voilà. viens d'écrire. Alors, on résume. On va s'en souvenir. Mais bon, si les gens ont beaucoup aimé ça, puis ils se disent, bon, pauvre Fred, il peut pas payer God pour un projet Ouais. balado parce que financièrement, Non. on n'a pas de subvention, nous, faut pas Non, l'oublier. ben absolument pas. Alors, vous pouvez dédier votre don à l'excellent travail de Godefroy Lorando. Ça J'aime ton serait un énergie. excellent point de départ, mais Donc, oui. les épisodes sont disponibles. Et nous, on va se retrouver très bientôt parce que là, vous continuez à chroniquer pour la Ben balado. oui, là. ben oui, c'est certain. C'est Je ça. vous ai pas perdu. Là. Ben non, certain. Pas du tout. Non, c'est pas la même chose. Notre connivence ici, là, rien ne pourra remplacer. Rien. Les millions de kilowattheures n'y feront rien. Donc, Hey, merci, merci. Fred. Merci, Fred, pour cette chance Ouais. déjà d'utiliser la balado pour pitcher ça. Et puis, j'espère. Les infrastructures. Ouais. Très, très. Hey, c'est super. Moi, ça cool, donne le goût. Là. Oui. J'écoutais l'extrait là, sur la transition énergétique. Puis l'addition Ouais. énergétique. Mais là. ça commence par une discussion qu'on a eue On a ici parlé souvent de sur ça, Victor ben oui. Court. Ça, on ok, comprend. ok, ok. Qu'on n'est pas dupes. Non. Grâce à vous, messieurs, nous ne sommes plus dupes. Oui. Merci. Merci. Colin, je ne sais pas si c'est vous, parce que là, l'IRIS, vous allez être là à peu près à chaque mois, tout dépendant de vos. Fait qu'on va se revoir. Oui, ben oui, avec plaisir. Et merci vraiment de faire en sorte qu'on est moins niaiseux. Oui. C'est ça l'idée de tout ça. Je sais pas combien de fois j'ai croisé l'IRIS dans mes recherches. Oui. C'est toujours, je me méfie de vous. Oui. Puis après ça, je me lis puis je me fie sur vous. Et Dans l'ordre. la portion de kilomètres de recherche le coût est vraiment incroyable. Allez, merci, vraiment. Ben, merci à vous. Nicolas Giguère, Mégane Desrosiers, bonjour. Bonjour Fred. Nous Bonjour. sommes dans les luxueux bureaux de lettres québécoises. C'est la première fois que je me déplace pour venir vous parler. Mais je dirais pas que c'est nos bureaux, je dirais que c'est notre On fait semblant. D'accord. Il y a juste de l'audio. Personne alors le sait. on peut évoquer ce qu'on Oui. Personne ne Donc, sait que c'est des. Il y a des montagnes, des montagnes de livres, des montagnes de revues. On est dans un gigantesque immeuble sur la rue Saint-Denis. On n'en dira pas plus Mystère. pour pas que les détracteurs trouvent l'adresse et viennent vous pitcher des roches dans les fenêtres. C'est pas pour rien que je me déplace. C'est que là, on célèbre quelque chose. Là. Absolument. C'est le 200e numéro, Ouais. 50 ans aussi de 50 revue ans. littéraire, c'est pas rien. Ouais, voilà. Alors, un numéro que j'ai dévoré qui est très costaud. Est-ce que c'est votre plus gros numéro Oui. en nombre de pages? Oui, 2 fois plus gros que d'habitude. Puis c'est aussi, il y a un petit dossier archive Oui. qui se rajoute au dossier. Mais photos. oui, c'est notre plus gros numéro. Ouais. Mais en fait, le plus gros numéro que toi et moi, Mégane, donc avons fait jusqu'à maintenant, Oui. mais le plus gros numéro, moi, je suis à l'équipe, dans l'équipe de LQ depuis 2019. J'ai commencé au cahier critique et c'est le numéro le plus volumineux jusqu'à maintenant. Puis peut-être, Probablement. faudrait voir dans toute l'histoire d'LQ, mais Ouais. disons, c'est une popée de briques.
1976, donc, création de Lettres québécoises par Adrien Thériault. Puis ça, c'est drôle qu'on en parle parce que Adrien Thériault, c'est le grand-oncle de Mélissa Thériault. D'ailleurs, Mélissa Thériault, qui est collaboratrice à la balado, qui signe un texte pour présenter un peu le contexte. En fait, elle a peu connu son grand-oncle, mais elle a eu accès à ses archives. Et parlez-nous un peu de ce personnage qui mériterait, je pense, un meilleur éclairage. C'est clair. Moi, je trouve que Mélissa Thériault, d'abord, elle fait un travail exceptionnel. Elle s'est vraiment plongée dans les archives, dans le fond, Adrien Thériault. C'est un grand artisan de notre littérature. C'est vraiment quelqu'un qui l'a défendu, la littérature québécoise, qui l'a promue à bout de bras. Il faut dire qu'avant Lettres québécoises, il avait créé Livres et auteurs canadiens dans les années 60, qui étaient des bilans rétrospectifs et annuels de toute la production. Puis c'était des critiques. Donc, avant LQ, déjà, la critique, c'était au cœur, oui, de ses réflexions. C'est devenu ensuite Livres et auteurs québécois, donc fin des années 60. Et là, il y a tout le parcours politique aussi, de la dénomination entre... On s'est longtemps dit Canadien. Après ça, c'est devenu Québécois dans les années 60. D'ailleurs, il paraît que c'est Félix Leclerc le premier qui a utilisé le terme québécois dans une chanson. C'est très possible. À la fin des années 50. Ouais. Et Adrien Thériault, qui est une drôle de bébite, je pense qu'on peut dire ça, un iconoclaste. Absolument, qui a été formé aux États-Unis, prof à Kingston, homosexuel, mais qui n'était pas déclaré. À donc une époque où c'était difficile de le faire. Aussi, donc il a vécu tout ce pan-là de sa vie dans la clandestinité, qui a écrit des œuvres aussi passablement iconoclastes aussi. Du roman, des essais, toutes sortes de choses, de la poésie. Un peu de théâtre, des essais. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a toute une œuvre, mais qu'on a toujours considéré... En fait, on a toujours un peu relégué à l'arrière-plan. Pourquoi? Donc, c'est quelqu'un... Attendez, est-ce que ses écrits ont bien vieilli? Non, mais des fois, c'est ça qui va faire en sorte que la postérité va s'installer. Mais je crois pas que ça a bien vieilli en termes de propos. Mais je crois que c'était des écrits très campés dans leurs époques. Puis Mélissa Thériault, dans son texte, le soulève en évoquant certains de ses... un païen chez les Pingouins, qui est une charge contre le milieu universitaire, les intellectuels. Exact. Et elle dit clairement aussi qu'encore aujourd'hui, pour elle, ça demeure valide. Donc, c'est un de ses textes, peut-être, qui aurait traversé les époques. Oui, mais je crois que ces textes montrent à quel point c'était quelqu'un qui avait une opinion très franche, très tranchée, qui n'avait pas peur non plus de l'exprimer, puis qui portait la littérature corps et âme, puis qui la défendait, puis Lettres québécoises a comme un peu découlé de cette volonté-là. Et André Vanas est apparu assez rapidement, et lui va vraiment faire en sorte que Lettres québécoises va devenir... En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a été l'artisan de la transformation de Lettres québécoises pour devenir ce que c'est devenu aujourd'hui? Oui, certainement. En fait, il l'a aussi dirigé pendant longtemps. Puis en fait, c'est notable, c'est qu'André Vanas a dirigé la revue Lettres québécoises pendant de nombreuses années. Et en parallèle, il était prof à temps plein à l'UQAM de littérature, de création littéraire aussi. Il y a beaucoup d'étudiants en création, d'écrivains qui l'ont eu comme directrice de mémoire, comme directeur de mémoire plutôt, ou de directeur de thèse. Et aussi... les éditions XYZ également. Éditeur. Donc, c'est lui qui a découvert Louis Hamelin, également Yann Martel. C'est quand même assez hors du commun. Aujourd'hui, on ne verrait plus ce type de carrière, de vie professionnelle, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup plus, je pense, qu'autrefois aussi. Mais c'est quelqu'un, un peu comme Adrien Thériault aussi, qui ne s'est pas ménagé, qui avait une grande vision de la littérature, qui voulait la sortir, on pourrait dire, disons, de son petit pain, là, en quelque sorte. Du côté folklorique, peut-être pas folklorique, on pourrait dire ça. Oui, qui lui a donné vraiment ses lettres de noblesse et qui lui a donné les moyens aussi. Jean-François Nadeau le dit dans son texte aussi, donc c'était de se donner des moyens, donner des canaux de diffusion, et c'est ce qu'il a fait pour la littérature québécoise. Et André Vanas qui est décédé aussi il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines à peine. D'ailleurs, vous parlez, Nicolas, du texte de Jean-François Nadeau. Il relate aussi que c'est quelqu'un qui est important pour lui, André Vanas. Et Lux aussi a commencé les balbutiements du tandem Como-Nadeau, qui était à l'origine de Lux, a commencé dans les sous-sols, les combles de Lettres québécoises et XYZ.
1990, première femme. Je veux qu'on parle, en fait, la transformation de l'aide québécoise, parce que quand on lit ce numéro-là, on se rend compte que c'est une affaire de gars au début, c'est une affaire d'hommes. En effet. Ouais. Comment s'opère l'ouverture et l'ouverture des portes, en fait, de la revue à la diversité, en premier lieu des femmes? Mais je pense que c'est aussi une caractéristique, en fait, quelque chose de très positif que André a amené, c'est qu'André a su voir quand est-ce que la revue avait des problèmes. Ouais. Quand est-ce qu'il manquait quelque chose à la revue, André a su tâter le pouls aussi du milieu qui se transformait, puis il a su aller vers des collaborateurs, des collaboratrices qui apportaient ce vent de changement-là. Ouais. C'est sûr qu'il y avait Quand vraiment... on dit, attends, Mégane, oui. quand on dit la revue avait des problèmes, c'est-à-dire que les tirages baissaient, ils sentaient que l'impact était peut-être moins là dans le milieu, parce que ça reste que c'est un petit milieu, la littérature québécoise. Je pense que rapidement, on peut gager en bon français si ça va ou si ça va pas. Je pense que c'est un milieu qui va extrêmement vite. Ouais. Puis, surtout en revue, qui se veut très collé sur l'actualité littéraire. Puis je pense qu'André Vanas a vu quand ce rythme-là, quand la revue ne suivait plus ce rythme-là, il a aussi, c'est lui qui est allé, qui s'est dit, mon comité de rédaction, on le lit dans l'entretien avec Annabelle Moreau puis Mélika Abdelmoumen, mais c'est lui qui s'est dit, ça prend, faut que je cède ma place. Ouais. Puis ça, c'est une très grande qualité à avoir. Et c'est pas tout le monde qui l'a, cette qualité-là. Puis ça veut dire aussi, ça montre que c'est quelqu'un de très humble aussi, à savoir qu'à un certain moment donné, peut-être on est... Je dirais pas qu'on n'est plus la personne, mais peut-être qu'on a on n'a plus tout à fait les ressources. Il faut s'entourer. Ouais. C'est quelqu'un qui, en fait, tout le long de sa carrière, avait cette qualité-là, s'est entouré et très tôt aussi a donné la parole, disons, à une équipe de critiques, entre autres de femmes. Rachel Leclerc le mentionne, puis même, elle le dit dans son texte au début, elle voulait pas tant faire de la critique, mais il a insisté. Et en fait, ça a donné de très beaux résultats. Rachel Leclerc, en fait, ça a été une critique importante à l'aide québécoise. Il a donné la parole à Chantal Terry aussi. La première femme, en 1990, c'est Diane-Monique Davio. Oui, première femme qui rentre au comité de rédaction en 1990. Absolument. Ouais. Ouais. Donc, ça a pris du temps avant. Quand même. Oui. Ouais. Puis d'ailleurs, ça a pris du temps aussi que ce soit une femme à la tête de la revue. Oui. C'était Annabelle Moreau, dont on parle de 2017, si je me souviens bien. 2015, je pense, c'est 2015. Non, 2015, parce que dans l'entretien avec Mélika et Annabelle, il parle de l'année 2015 comme une année importante parce que... Puis là, c'est drôle parce que on apprend un peu comment ça fonctionne. C'est que là, les subventionnaires demandent des changements à l'aide québécoise. Ils font, j'imagine, à toutes les revues. Là. Mais donc, cette relation-là, c'est pas juste on fait une demande puis à chaque année les renouveler. Il y a un dialogue avec les subventionnaires? Je dirais pas vraiment un dialogue. Je dirais plutôt des critères, en fait. Puis je pense que ça peut être positif comme ça peut être éreintant, ces critères. Mais c'est des critères qui doivent être là justement pour assurer un roulement, assurer une diversité. Ouais. Que la revue reste actuelle, en fait, et sont en phase avec son époque. Oui, exactement. Oui. Puis, tout d'un coup, le comité de rédaction des Québécoises autour de 2015 se sont dit, ça marche plus, on va perdre nos subventionnaires, il faut faire quelque chose de assez drastique comme changement. C'était quoi? Ben, en fait, déjà à l'époque, justement, Annabelle Moreau, qui était... En fait, elle était sur le comité de rédaction, si je ne me trompe pas, puis elle était collaboratrice. Ouais. Et dans les réunions, les gens le disaient... Ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc, les abonnements étaient plus ou moins en chute libre. On voyait aussi que c'est une revue qui, pendant longtemps, a un peu gardé la même présentation visuelle, le même format, le même type de contenu. Et du côté du contenu, on avait tout... Et on est quand même en 2015. Il y avait encore, disons, des rubriques, exemple, livres reçus, qui étaient... Capital, on s'entend, disons, en 1985 ou 90, justement, avant Internet, ou des petites nouvelles, disons, ils nous ont quittés. Oui, ça faisait... J'ai lu l'entretien. Mais c'est que là, ça ne pouvait plus. Et là, ben, en fait, il y avait une année où, justement, le financement... disons, il y avait des drapeaux orange, sinon rouges, qui s'étaient levés du côté des organismes subventionnaires. Et là, le changement a été opéré, là, vraiment. Qui s'est donné. Est-ce que la critique, parce que là, il y a le texte, entre autres, de Jérémy Laniel, autre ancien collaborateur de Balado,
est-ce que la critique est là dès le début dans l'esprit de Thériault quand il fonde la revue? Ou c'est seulement, on va parler d'actualité, on va traiter de ce qui se passe? Il y a vraiment, la critique arrive très tôt dans l'histoire de la québécoise? Oui, en fait, dès le numéro 1. Okay. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de la revue. Ouais. Et ça a été maintenu. Donc, contre vents et marées, au fil du temps, puis même en période de crise, le volet critique, le mandat critique de la revue a toujours été maintenu. Seule Lettre québécoise n'a jamais voulu sacrifier. C'est quand même intéressant de suivre la critique au centre de Lettre québécoise parce qu'on peut suivre non seulement l'évolution de Lettre québécoise, mais l'évolution de la parole critique. Oui. Parce que, tu sais, on parlait d'un petit buzz club au début. On peut bien voir que les premiers numéros critiquaient, ce centre critiquait entre garçons. C'est gentillet un peu, j'imagine. On se rentrait pas trop dedans. Non. Puis, tu sais, on savait qu'il y avait des choses qui se passaient en dehors des pages, mais avec les années, puis l'évolution de la revue, puis de l'équipe, tout ça, on peut aussi suivre la manière dont la critique évolue. Jusqu'à aujourd'hui, moi puis Nicolas, on considère, tu sais, vraiment, on défend la critique comme un texte, une production littéraire à part entière. Puis on pense que c'est, tu sais, notre cahier critique, on le dit toujours, c'est la formule classique, mais c'est l'épine dorsale de la revue. Ouais. Il y a des choses qui se perdent pas. Hein? Non. On doit transformer des choses, mais il y a des choses qui doivent rester. Et la critique, je pense, c'est important. Ben absolument, surtout à une époque où elle se raréfie, à une époque aussi où on le voit dans les journaux quotidiens, dans d'autres revues. Donc, ça devient de plus en plus difficile. L'espace aussi accordé à la critique est de plus en plus restreint. C'est des fois des critiques de recueils de poèmes dans certains quotidiens, ben c'est des entrefilets. Et là, ben, disons, une critique réfléchie, posée, je dis pas qu'elle est parfaite non plus, ça reste quand même des textes à Lettre québécoise très calibrés, entre 750 et 815 mots. Mais il y a quand même une pensée qui peut se déployer davantage dans cet espace-là que, disons, un entrefilet ou rien du tout, parce qu'on sait aussi, il y a des tribunes, il y a des journaux, des magazines qui ont un peu abandonné ce volet-là. La plupart, en fait, Où ça devient des pré-papiers, ça devient des commentaires, des synthèses, des résumés de l'œuvre avec une petite appréciation. Timide, puis assez souvent pas avec, disons, de réelles prises de position aussi. Le texte de Louise Dupré est intéressant aussi parce qu'elle parle de la différence entre voix et image, qui est aussi une publication créée par André Vanasse, je crois. Qui l'a dirigée, en fait. Puis elle fait la différence parce qu'elle dit voix et image, c'était une revue savante. Lettre québécoise, c'est une revue culturelle. Êtes-vous d'accord avec ça? Je crois que oui. Voix Image, c'est aussi très lié à l'UQAM. C'est une publication universitaire. Puis je pense que ce qui fait la... Puis tu sais, j'ai mes billets, hein. Mais ce qui fait que LQ... Elle est en train de me dire que vous n'avez pas beaucoup de recul par rapport à la revue que vous co-dirigez. Ah oui, exact. Mais je crois que des revues comme Voix et Images qui rejoignent un public très universitaire... peut être rébarbatif pour le plus grand public. Puis c'est là... doivent exister aussi. Exactement, puis ils sont très, très légitimes. Puis moi, je veux dire, je suis une avide lectrice de Voix et Images, mais ce qu'on souhaite à LQ, c'est pouvoir rejoindre autant le public universitaire que le grand public. Puis je pense que c'est là la distinction. C'est dur, ça, à faire. Oui. Mais j'ai la prétention de penser qu'on y arrive. Oui, mais quand même, il y a quand même je dirais pas une acrobatie, mais il y a quand même un équilibre à maintenir et à ne pas sombrer ni d'un côté ni de l'autre. Oui, puis c'est dans nos choix de thématiques, les choix justement vers qui on va. En fait, je crois qu'on essaie de balancer entre les choix de sujets. Là. Les choix de sujets, mais aussi, je dirais, les choix de collaborateurs, collaboratrices aussi, parce qu'on a quand même aussi, je pense, entre autres, au cahier critique, ce sont des gens qui ont des écritures aussi. Donc, justement, on traite aussi, c'est peut-être là aussi la différence, c'est qu'on traite la critique, puis en fait, tous les textes qu'on édite, même aussi, disons, les chroniques dans Vie littéraire et autres, vraiment comme... non seulement des textes à part entière, mais aussi donc des écritures, des esthétiques particulières, des univers, aussi des sujets, donc écrits par des êtres subjectifs. Et on n'est pas dans une espèce d'aplanissement de tout ça, on n'essaie pas d'homogénéiser. Donc, on a des critiques, disons,
en effet, qui vont être un peu plus journalistiques, disons, rapporter les faits, dire qu'est-ce qui se passe dans le livre et donner une appréciation, mais d'autres, ça va être vraiment des analyses aussi. Mais on fait en sorte aussi que les collaborateurs, collaboratrices aillent un peu, disons, vers l'analyse où, je dirais, les prises de position plus campées. Donc, est-ce que, disons, vous avez aimé ou pas du tout et moyennement, mais avec, justement, là, un jugement, en fait, des preuves, des arguments pour étayer ce jugement-là. Donc, c'est assez difficile peut-être à maintenir par moment, c'est-à-dire pas tomber trop dans la revue savante, ce que fait très bien Voix et Images ou Études littéraires, Études françaises, c'est des publications, là, vraiment, mais souvent avec des articles aussi beaucoup plus longs, hein, du 10, 12 pages, 5-6 000 mots, avec une démonstration, méthodologique et tout. On est moins Oui, tout à fait. Faut parler aussi de l'enveloppe corporelle de ce numéro, qui est magnifique, qui, je crois, est un clin d'œil au premier numéro. Oui, tout à fait, au tout premier. Je crois que c'est les 4-5 premiers numéros, très géographiques, couleurs primaires. Ce qui est drôle, je me souviens plus exactement quel texte. Je crois que c'est le texte de Marie-Ève Kingsley, qui est d'ailleurs un super texte là, sur la place des femmes, justement, dans la revue. Mais tout d'un coup, elle fait un clin d'œil à ces premiers numéros-là, puis elle dit, mais quelle esthétique très années 70-80. Et là, tout d'un coup, page suivante, on a un gros dessin. Mais enfin, oui, c'est Jérôme, c'est l'illustrateur qui a fait aussi la facture visuelle pour le numéro sur les libraires. Oui. Ah oui. Puis c'est magnifique. Et un classique des numéros anniversaires, des photos. Oh ouais. Des vieilles photos. Avec des faces plus jeunes de gens qu'on a oubliés qu'ils étaient jeunes. Des belles moustaches, des cheveux. Salutations à Pierre Neveu, d'ailleurs, sa photo est magnifique. Vraiment, c'est assez rare, hein? Aussi, parce que, on le voit aujourd'hui, donc rasé de près. La longue. Oui, quand même, oui. C'est très drôle. Qui était très hipster, déjà. Avec sa moustache et sa chemise rose et son chandail Friperie Renaissance gris. Mais il n'est pas Friperie Renaissance. Mais il y a aussi Bernard Posé. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de visages là-dedans on pourrait dire que c'est une photo d'aujourd'hui. Oui, aussi. Preuve que... Tout revient. C'est un cycle. Lettre québécoise traverse. Exact. Puis d'ailleurs, ces photos-là, je tiens à le dire aussi, ont été prises en grande partie par Adrien Thériault. Donc, c'est aussi, parmi toutes ses qualités, c'est un photographe, c'est un archiviste aussi. Et ces photos-là font partie du fond, en fait, des archives de la revue. Et là, on a dit pour l'occasion... Ils sont dans une soute. Ils sont dans un entrepôt. Je vais aller visiter tout à l'heure au 3e sous-sol. Oui, dans les catacombes. Réellement, aux limites de Roqueforest et de Magog dans un entrepôt. Ah, mon Dieu, Roqueforest, ça me rappelle mon enfance avec non, je peux pas dire ça, c'est un fait divers qui avait tellement fait les manchettes à Roqueforest avec un poseur de tapis qui s'était fait... assassiné, je crois, oui. La balle avait traversé la porte, en fait. C'est un tir manqué, en fait. En fait, vous n'êtes pas le premier à me parler de ça. Donc, Véronique Lambert du Quai des Brumes aussi, parce qu'elle vient de Roqueforest. Ouais, non, c'est ça. Et elle, c'est son anecdote, c'est le poseur de tapis qui s'est fait assassiner. Ben voyons. Oui. Alors, ce n'est pas une nouvelle qu'on retrouve dans le dernier numéro de Lettre québécoise, c'est vraiment arrivé. Mais petit détail très anecdotique, mais Carole David en parle dans son texte. Adrien Thériault utilisait comme pseudonyme de photographe athée. Oui. Ah ouais? Oui, donc A-T-H-E accent aigu, qui était supposé justement illustrer son athéisme, quoi. Tu l'avais été edgy à une certaine époque aussi? Ben oui. Clairement, parce qu'en fait, Mélissa Thériault s'en parle dans son texte, donc dans le portrait de son grand-oncle. C'est un anticlérical virulent, Adrien Thériault, puis on est là fin des années 50, des années 60. C'est peut-être pas pour rien aussi qu'il a fait ses études aux États-Unis et travaillé en Ontario. C'était vraiment un esprit libre. Hein? Un esprit qui a fait, je crois que, là, je n'oserais pas, disons, faire la psychanalyse de sa vie, mais en tout cas, qui n'a pas fait de concessions sur ce qu'il voulait faire. Voilà. Et tant mieux. Ce qui lui a peut-être coûté sa présence dans la postérité, mais ça se corrige, ça. Ça se corrige. On en parle, là. Alors peut-être qu'éventuellement... Je sais que Mélissa m'avait dit qu'éventuellement, elle avait peut-être un projet de peut-être rééditer certains de ses textes, en tout cas en faire une trace un peu plus visible. Que moi, ces personnages-là, ils m'intéressent parce que
parce qu'ils sont super importants et importantes dans l'histoire de la culture au Québec. Puis, comme c'est un petit milieu, le Québec, ça a ses avantages, mais des fois, c'est qu'on revient avec les mêmes figures, puis on a l'impression que tout ça, toute cette culture-là, cette histoire-là, en fait, peu de personnes, c'est un petit groupe, mais non, il y avait plus de gens que ça, puis il y en a qui ont disparu. Jean-Charles Harvey, qui est une autre figure, en fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais quelqu'un qu'on a un peu oublié et qui, à l'époque, a été important parce qu'il était à contre-courant, puis au Québec, des fois, on a de la misère avec les gens qui sont à contre-courant. Les demi-civilisés. Oui, exactement. On s'en souvient pour son roman, mais il a fait autre chose aussi. C'est un essayiste, c'est un grand journaliste, puis c'est quelqu'un qui, à une certaine époque, en fait, qui était vraiment connu, reconnu, grand, je dirais, aussi comme polémiste. Et aujourd'hui, en effet, un peu oublié parce que, oui, il y a ce discours-là un peu qui ramène les mêmes visages. Et Mélissa le fait très bien. J'espère, en fait, aussi que ce texte-là qu'elle a écrit, c'est l'ébauche peut-être de quelque chose de plus large. On ne le dira jamais assez. On parlait des subventionnaires tantôt. On s'abonne. Absolument. À Lettres québécoises sur le site web. Est-ce qu'il y a-t-il un code promo? Fred. Voyons donc! On vient toujours. J'ose pas le dire parce que c'est un rêve à chaque fois pour moi de savoir que je suis devenu un code promo. Savard. Fait que c'est Savard? Oui. C'est Savard. Okay. C'est toujours valide. OK. Oui. Alors, Savard, c'est le code promo que vous utilisez et on va avoir un rabais de combien? 50%. 50%. Oui. Non Donc, sur négligeable. l'abonnement d'1 an, 2 ans ou 3 ans, format papier. Hey, c'est beaucoup, ça, 50%. C'est rare que vous allez avoir quelque chose à moitié prix avec moi. Profitez-en avec ce code promo. Hey, le Collège Guerre, Mégane Desrosiers, merci de cette présentation. Je veux pas trop qu'on en dise parce que je veux que les gens l'achètent, le lisent et s'abonnent. Mais c'est vraiment un très beau numéro. Oui. Lancement. Quand est-ce que ça va sortir? Après-demain. OK. Attendez, on est là présentement, on est le 19 mars. OK. Alors, venez nombreuses et nombreux au lancement. Quelle date? Le 25 mars prochain, 17h30, à la librairie Un livre à soi, sur Laurier. Oui. Il va y avoir des bulles, des lectures et du plaisir. Et des gens du passé qui vont Oui, André Thériault. Mais il y aura, des lectures, entre autres, justement, Mélissa Thériault, à moins d'avis contraire, devrait être là aussi, Marie-Ève Kingsley, Thomas Génin-Briand, Louise Dupré. Est-ce qu'il va y avoir les anciennes équipes de rédaction, les est-ce qu'il y a une filiation entre les anciennes équipes qui dirigeaient? Oui, absolument. Ou des petites rivalités? Non, c'est juste de l'amitié. Absolument. Annabelle et Mélika devraient être là. Oui, Annabelle m'a dit d'ailleurs qu'elle serait là. Oui. Bon, 25 mars, donc? Oui, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Hey, merci à vous deux, c'était passionnant. Merci à toi. Merci. Alors voilà ce qui conclut donc ce 24e épisode. Merci à tout le monde qui était autour de la table. Merci aux gens de Lettres québécoises. C'est toujours bien intéressant de les entendre. On s'abonne, bien sûr. On ne le dira jamais assez. C'est super important à toutes ces revues que j'aime vous présenter à la balado. Merci à Colin Pratt. La glace est brisée. Content d'avoir l'Iris comme nouvelle équipe de collaborateurs, collaboratrices. On va les retrouver dans quelques semaines. Merci à Godefroy Laurando. On s'abonne à J'aime ton énergie. C'est disponible sur toutes les plateformes balado. On en parle, on répand la bonne nouvelle. Et comme je vous dis, vous pouvez même dédier un don directement à J'aime ton énergie, à ceux qui travaillent sur ce projet-là ou sur la balado. La campagne n'est pas terminée. On n'oublie pas que je ne compte sur aucune subvention. Parce qu'il y a peut-être des gens, c'est drôle, je lis des fois des commentaires des gens qui tombent par hasard sur le podcast ou qui le commentent, qui sont vraiment des gens souvent de droite qui parlent d'artistes subventionnés encore, puis qui pensent encore que je suis à Radio-Canada. Ça fait juste 8 ans que je suis plus là. Et que la balado, elle est subventionnée. Elle ne l'est pas. J'ai beau leur dire, hey, vous devriez triper, là, je suis un entrepreneur, vous tripez sur l'entrepreneuriat. Puis je compte sur aucune subvention, donc je me suis retroussé les manches. Mais pour certains jambonneaux de la droite, ça semble pas suffisant. Je dirais pas qu'ils sont de mauvaise foi. Je vais laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Donc,
puisqu'il n'y a pas de subvention et que vous aimez ce que vous entendez et que vous avez l'impression que c'est essentiel que ce projet existe dans l'univers médiatique québécois, ben vous allez sur lefredsavard.com et tous les détails sont là. On va terminer en musique avec c'est drôle, un style musical que je ne mets pas souvent, que je ne programme pas souvent et qui pourtant est un style musical qui m'habite depuis longtemps, c'est le jazz. C'est la musique jazz. J'en ai mis de temps en temps, des fois des choses peut-être plus iconoclastes. Et là, ben, je vais aller vraiment dans les grands standards parce qu'on a parlé de transport en commun. Enfin, je cherchais une chanson en lien avec la thématique principale. Et j'ai trouvé ce grand classique de Duke Ellington, Take the A-Train, qui est vraiment... Vous n'êtes même pas obligé d'écouter du jazz pour connaître cette pièce. C'est une chanson, un standard en fait de jazz qui a été écrit par Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, c'est l'alter ego de Duke Ellington sur le plan des arrangements. En fait, ils ont collaboré ensemble pendant des décennies. Et c'est une histoire vraiment fascinante. Moi, j'ai découvert Billy Strayhorn dans la série documentaire de Ken Burns sur le jazz, j'en ai déjà parlé ici, qui est une grande série documentaire. Et Billy Strayhorn a rencontré Duke Ellington. Ils avaient une certaine différence d'âge et ça a été une espèce de coup de foudre créatif entre ces deux personnes-là. Ils ont travaillé longtemps ensemble. Et donc, cette pièce, ce standard jazz, c'est Billy Strayhorn qui l'a écrit en 1939, mais c'est Duke Ellington et son orchestre qui l'a enregistré en 1941. Et le A-Train, c'était la ligne de métro à New York où habitait Billy Strayhorn. Il habitait tout près de cette ligne de métro. Et les gens se mélangeaient souvent parce qu'il y avait un embranchement avec la ligne D. Là, je ne connais pas du tout le métro de New York. Là. C'est en faisant des recherches tout à fait succinctes que j'ai découvert l'anecdote, en fait, pourquoi cette chanson-là s'appelle Take the A-Train. C'est qu'à chaque fois que des gens voulaient visiter Billy Strayhorn, ben, il a été obligé toujours de spécifier. Je sais que, naturellement, là, la carte du métro va te dire de prendre le train D, mais prends le A. Take the A-Train pour arriver à destination. Et c'est devenu donc ce grand standard de jazz qui a été repris par plein de gens, qui a été chanté aussi par Ella Fitzgerald, entre autres. Moi, je vous offre la version originale, en fait, la version instrumentale qui a été enregistrée en 1941, donc de Duke Ellington et de Billy Strayhorn. Take the A-Train. Et moi, je retourne tout de suite en vélo, peinturer notre nouveau condo. Hey, merci d'être là, merci d'être à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de dépendance et du discours sur la dépendance qui meuble parfois les médias et la conversation sociale. Et vous allez voir, ça va être bien intéressant. Puis ça va élargir encore une fois nos horizons. Et en plus, je vais me rendre service. Je vais me faire plaisir parce que je suis allé à la rencontre de vedettes de mon nouveau champ d'études, les dépendances. Alors, je suis allé les rencontrer à l'Université de Sherbrooke. C'était vraiment intéressant. Fait que ça va être ça, l'épisode de la semaine prochaine. Il est déjà enregistré. Il va me rester à le monter. Je vais essayer de trouver du temps entre deux coups de pinceau. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Et ne vous trompez pas de ligne de métro quand vous allez visiter Billy Strayhorn. Hey, bye!